Pierre Jacquemot, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous êtes surpris par cette victoire de l'opposant John Dramani Mahama? Non, pas vraiment. D'abord parce que c'est une personnalité bien connue, déjà expérimentée, qui a un programme qui tient la route. Et puis surtout, c'est la démonstration pour moi de la vitalité de la démocratie ghanéenne, avec notamment le respect de deux principes fondamentaux, l'alternance, puisque Mahama, qui vient d'être élu, remplace le président Akufo-Addo, qui était de l'autre parti. Et puis ensuite, on a pu constater précisément qu'Akufo-Addo n'a pas cherché à obtenir un troisième mandat, a été tout à fait respectueux de la Constitution. Donc on est dans un cas de figure où le Ghana, comme c'est le cas du Sénégal aussi d'ailleurs, démontre que la démocratie électorale, peut être parfaitement respectée dans un pays africain. Et pourquoi les Ghanéens ont-ils préféré voter pour l'opposition? Parce que on est dans une situation où le pays connaît une fatigue du modèle économique qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années et qui se traduit aujourd'hui par une très forte inflation, ce qui est assez nouveau dans ce pays. On a même une inflation qui a atteint à la fin de l'année 2022 plus de 50%, ce qui est évidemment considérable. Le cédi, qui est la monnaie locale, a chuté très très gravement, augmentant le coût des importations. Et puis enfin, on peut se demander si ce pays ne traverse pas ce que d'autres pays ont connu par le passé, une phase de malédiction du pétrole, de l'or, du cacao, de ses ressources d'exportation, avec toute une série de dérèglements, donc l'inflation, la chute de la monnaie, mais également des affaires de corruption qui ont marqué la fin de la période de Nana Akufo-Addo. Mais Nana Akufo-Addo n'avait-il pas réussi à ramener l'inflation de 50% à 23% par an? Oui, mais ça reste très élevé, notamment comparé aux pays voisins. On pourrait d'ailleurs noter à cet égard que la zone franc, le franc CFA qui est tellement décrié dans la région, lorsqu'on traverse une période difficile comme celle de la pandémie ou celle de la crise sur les approvisionnements en céréales du fait de la guerre en Ukraine, ces pays, je pense au Togo, au Bénin ou à la Côte d'Ivoire, les pays voisins, ont mieux tenu le choc. Et le Ghana, qui se faisait fort au début du mandat de Nana Akufo-Addo de ne pas avoir recours au FMI, a été obligé de passer sous ses fourches codines pour défaut de paiement depuis 2 ans. Le Ghana était la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire passe devant ces dernières années. Est-ce aussi un déclassement qui a compté dans le vote des Ghanéens? Non, je pense pas. Je pense que ce qui a compté, c'est la question du pouvoir d'achat au quotidien. Donc la baisse du pouvoir d'achat liée à l'inflation, mais également la question de l'emploi. Près d'un tiers des jeunes sont sans emploi, en tout cas sans emploi formel. Également, il y a une question de sécurité alimentaire, ce qui est relativement nouveau dans ce pays, avec un recours massif à des importations de plus en plus coûteuses. Mais en même temps, quand Dramani Mahama était président, une première fois, entre 2012 et 2017, il y avait d'incessantes coupures de courant, ce qu'on appelait les dumsors. Oui, non. C'est même relativement étonnant puisque ce pays, après l'indépendance, devait assurer la couverture en électricité de l'ensemble de la sous-région grâce à un immense barrage installé sur la Volta. Oui, c'est vrai que Nana Akufo-Addo avait gagné l'élection il y a 8 ans maintenant contre Mahama également sur la question économique. Voilà, mais les effets pervers des rentes à l'exportation sur un certain nombre de comportements expliquent qu'on est retourné devant une situation critique où l'économique l'a emporté dans le débat électoral. Vous qui avez été ambassadeur à Accra, comment expliquez-vous que ce pays, depuis 25 ans, soit beaucoup plus stable politiquement que ses trois voisins francophones, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo? Ce pays a une histoire singulière. Tout ce dispositif, les Ghanéens le doivent à Jerry Rawlings. Alors c'est assez paradoxal puisque Rawlings est arrivé à la suite d'un coup d'État et il a mis 20 ans à installer des institutions qui aujourd'hui font leurs preuves et garantissent le bon fonctionnement de la démocratie. Et puis il y a une autre réalité qui peut paraître paradoxale, c'est le poids relatif des chefferies coutumières. La colonisation britannique au Ghana était très différente de celle que la France a imposée en Côte d'Ivoire par exemple et les chefferies traditionnelles occupent encore un rôle important. En particulier, la Santé Aînée, qui est le roi des Ashantis, qui est installé à Koumassi, qui est une personnalité exceptionnelle, que j'ai eu le bonheur de connaître, et qui joue un rôle régulateur, notamment dans la gestion des conflits intercommunautaires, par le truchement, de l'écoute, de la recherche de compromis, de la responsabilisation, qui sont des données tout à fait exceptionnelles qu'on retrouve dans un pays comme le Ghana.
Autre pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, le Libéria a connu lui aussi une alternance pacifique, c'était il y a un an. Pourquoi les pays anglophones, y compris le Nigeria, semblent plus attachés aux valeurs démocratiques que leurs voisins francophones? Écoutez, je m'interdis personnellement à faire des généralités sur le critère linguistique francophone, anglophone, lusophone, arabophone, parce que les situations sont tellement différentes, les histoires sont tellement différentes. Le Libéria n'a pas du tout la même histoire, en tout cas sur les 50 dernières années, que le Ghana. Chaque histoire est singulière. Et je pourrais trouver des pays dits francophones où les libertés fondamentales sont garanties. Je citais tout à l'heure le Sénégal. Donc je pense qu'il ne faut pas retenir cette distinction pour expliquer la constitution d'institutions qui permettent de garantir les libertés. J'en vois une d'ailleurs qui est très intéressante dans le programme de Mahama, c'est la place qu'il veut réserver aux femmes dans les nominations, puisque au moins d'un tiers de ces nominations doivent être réservées à des femmes. Et l'ancienne ministre de l'Éducation, Jane Nahana Opoku-Agyemang, va devenir la vice-présidente du Ghana. Ce sera la première femme du pays à accéder à ce poste. Oui, c'est tout à fait révélateur, si vous voulez, de cette évolution. J'ajouterais d'autres choses. Une orientation très forte sur la question de l'emploi des jeunes. Et puis aussi la volonté de préserver. Alors ça, c'était un acquis de Nana Akufo-Addo, qui fut dans le passé un formidable ministre des Affaires étrangères à l'époque de Kufuor, de préserver pour ce pays un statut continental. On sait que le Ghana joue un rôle important dans la résolution des conflits dans la sous-région. Vous avez cité le Libéria, mais était présent également à une époque en Côte d'Ivoire. Et puis ce pays abrite aussi le secrétariat général de la zone de libre-échange continentale, qui est un grand projet africain. Et Mahama, de ce côté, veut poursuivre le travail engagé par son prédécesseur pour intensifier ce rôle du Ghana à l'échelle régionale, sinon à l'échelle continentale. Pierre Jacquemot, merci.